Bienvenue dans un nouvel épisode les amis. Dans cet épisode on va aborder différents sujets. On va parler de perte de gras, on va parler de santé articulaire et de développement athlétique. Les sujets qui nous fascinent le plus et qui reviennent à chaque fois. Et c'est parce qu'ils reviennent à chaque fois qu'on doit y placer une attention particulière. Je tiens à dire que j'ai déjà abordé ces sujets ici et là. Donc je vous invite à aller checker mes vidéos YouTube, des anciens podcasts si vous voulez des informations complémentaires. Quoi qu'il en soit, je vais essayer d'être le plus clair, concis et précis possible pour qu'on puisse comprendre et appliquer. Je le répète à chaque fois, la compréhension précède l'exécution. Donc vous voulez comprendre, voilà pourquoi j'explique. Et ensuite vous voulez appliquer, ok? Je veux vous apprendre à pêcher et non pas simplement vous donner le poisson. Alors je réponds aujourd'hui à 3 questions qui abordent donc ces différents sujets. Je le répète à chaque fois, il y a un lien dans la description, un lien qui est en tout temps dans ma bio Instagram. Vous pouvez poser vos questions sans limite de caractère. Donc aidez-moi à vous aider. C'est comme ça que je choisis ces différents sujets et j'y réponds à travers le podcast. Donc on a la première question d'Elodie ici, question qui est très commune, qui revient souvent, que j'y réponds depuis 2017-2018. Où on parle de cardio à jeun. Donc la question d'Elodie est la suivante. Salut Kevin, merci pour ton contenu qui est très enrichissant. Je fais face à un problème. J'ai commencé il y a quelques mois à faire du cardio à jeun car d'après ce que j'ai compris, c'est mieux pour brûler du gras. J'ai perdu 2 kilos rapidement mais depuis plus aucun résultat malgré mon cardio à jeun régulier. Qu'est-ce que je fais de faux? Alors, encore une fois, tout ce que je vais expliquer ici, ça tombe un peu dans toutes les explications qu'on pourrait donner par rapport au cardio à jeun, par rapport au diète cétogène vis-à-vis de la perte de gras, par rapport au jeûne intermittent, etc. Donc tout ce qui regroupe, enfin tout ce qu'on vous a vendu sur la perte de gras, en vous disant qu'il fallait utiliser plutôt une modalité pour perdre du gras, qu'il fallait plutôt consommer un style de diète pour perdre du gras, etc., etc. Ça va tomber toujours dans la même famille. Et le tout tombe dans la même famille, pourquoi? Parce que tout a été construit sur une mauvaise compréhension de deux choses qu'on doit complètement séparer, qui sont les suivantes. On doit séparer le fait de brûler des graisses et le fait de perdre du gras. Et ce sont deux choses que la plupart des gens n'ont pas compris. Alors je pense vraiment que c'est dû à une ignorance fondamentale. Et pour certains, eh bien, ce sont des escrocs qui essaient de vous vendre des produits magiques, okay, des thés qui font perdre, qui font brûler du gras, des brûle-graisses, etc. etc. Okay. Et fondamentalement, on doit distinguer ces deux choses-là. Le fait de brûler des graisses et le fait de perdre du gras. Et je vais essayer de l'expliquer de la manière la plus vulgarisée et plus simple possible. Alors on va s'attarder dans un premier temps sur la première catégorie qui est de brûler des graisses. Il faut savoir que le corps, eh bien, pour fournir de l'énergie, il a besoin d'énergie. Donc on consomme des aliments, d'accord, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Si on regarde le tout à travers la lentille de la physique, eh bien, voilà, c'est simplement de l'énergie, ok, l'énergie consommée qu'on peut quantifier à travers des calories, ok. Maintenant, lorsque on fait des mouvements quotidiens pour garder son corps en bonne santé, pour faire en sorte que tous les processus métaboliques de son corps se passent en bonne santé, eh bien, on a besoin d'énergie, ok, pour faire en sorte que vos organes fonctionnent, on a besoin d'énergie. Et donc, lorsque on utilise de l'énergie pour nos activités sportives ou pour simplement fonctionner au quotidien, eh bien, il faut savoir qu'on consomme un autre carburant, ok, et le corps a la capacité de consommer ou de puiser deux types de carburant, ok, donc de choisir parmi deux types de carburant. C'est un peu comme si votre corps était un moteur hybride, ok. Pensez à un moteur hybride qui peut consommer de l'essence et également consommer simplement de l'électricité. C'est un peu pareil. Votre corps ici peut consommer des graisses pour produire de l'énergie et il peut consommer également des sucres, d'accord, pour produire de l'énergie. Très vulgarisé ici, ok. Et à chaque fois, votre corps, eh bien, il a le choix entre ces deux types de carburant. Et en fonction de l'intensité qui va être requise pour l'activité qu'on va faire, eh bien votre corps va avoir tendance à plutôt choisir un type de carburant plutôt qu'un autre type de carburant. En l'occurrence, si l'intensité est plutôt basse, eh bien votre corps va avoir tendance à plutôt solliciter les graisses, d'accord, comme carburant pour fournir l'énergie nécessaire afin de faire l'activité en question. Si l'intensité est plus élevée, eh bien votre corps va avoir tendance à taper dans les sucres, d'accord, utiliser les sucres comme type de carburant, tout simplement parce que on peut les métaboliser plus rapidement et donc fournir de l'énergie plus rapidement. Aussi simple que ça, ok. Donc le corps c'est un moteur hybride. On peut utiliser ces deux carburants en fonction de l'intensité. Eh bien, on va utiliser plutôt un que l'autre. Maintenant, pourquoi à jeun? Ok, pourquoi on vous dit de faire du sport à jeun, c'est mieux, etc. Alors, parce que quand on se lève le matin, eh bien, parmi ces deux carburants, il s'avère que le carburant des graisses est un peu plus bas. Ok, la réserve de carburant à disposition, la réserve de carburant de sucre à disposition est beaucoup plus basse. Ok, donc on aura un biais, on aura tendance à plutôt consommer des graisses. Encore une fois,
à condition que l'intensité soit relativement basse. Si l'intensité est trop élevée, même si vous faites vos entraînements à jeun, eh bien vous allez taper dans l'autre type de carburant, dans les sucres, ok? Et donc on a ces deux types de carburant qu'on peut utiliser, comme je viens de l'expliquer, et le fait de consommer ou de faire de l'activité à jeun, c'est qu'on aura tout simplement plutôt tendance à taper dans les graisses, encore une fois, à condition que l'intensité soit manipulée correctement. Aussi simple que ça. Il faut savoir qu'au repos, là, quand je vous parle, je suis principalement en train de consommer des graisses pour fournir l'énergie nécessaire pour vous parler, les gestes que je fais avec mes mains, etc. etc. ok? Donc au repos, que vous ayez mangé ou pas mangé, vous êtes principalement en train de taper dans votre carburant de graisse pour fournir de l'énergie, ok? Parce que l'intensité est relativement basse, encore une fois, d'accord? Donc, il faut comprendre simplement cette liaison entre tout ça. Maintenant, on a l'autre catégorie qui est perdre du gras. Et perdre du gras, ce n'est pas directement lié au fait de consommer un type de carburant ou un autre pour fournir l'énergie souhaitée durant une activité. Donc perdre du gras, c'est simplement, peut-être qu'on doit faire une petite explication au départ, comment on stocke du gras, ok? Et qu'est-ce que ce stockage de gras? Alors, comment on stocke du gras? Eh bien, le gras, au final, qu'on stocke, comme le nom l'indique, eh bien, c'est simplement une réserve qu'on crée parce qu'on a surconsommé. C'est-à-dire qu'on a consommé plus d'énergie que ce qu'on a dépensé. Et bien entendu, l'énergie ne peut pas être détruite, d'accord? Eh bien, elle va être convertie dans notre corps et on va stocker cette énergie en graisse. Donc, pensez simplement à ça comme une réserve. Votre corps s'est dit, ok, t'as trop consommé là, maintenant, ben, je vais garder ça quelque part, je vais stocker le tout et on stocke le tout sous forme de gras. Aussi simple que ça, ok? Maintenant, pour perdre ce stock de gras, eh bien, dans quelles conditions on doit se mettre? On doit se mettre dans cette condition que on a mentionné depuis des années maintenant, ok? On doit créer un déficit calorique, c'est-à-dire qu'on doit avoir consommé tout le carburant qu'on avait en réserve, ok? Donc on a tapé dans les graisses, on a tapé dans les sucres, etc. La réserve qu'on avait au quotidien. Mais malheureusement, voilà, on a besoin d'encore plus, ok? Et bien là, c'est là où on va taper dans nos réserves. Et là, éventuellement, on va commencer à perdre du gras parce qu'on va retirer de cette réserve qu'on avait gardée pour l'utiliser afin de fournir les efforts nécessaires pour l'activité qu'on cherche à faire ou pour le quotidien tout simplement. Et le seul moyen de le faire, c'est de se mettre dans une position où on consomme moins d'énergie que ce que l'on dépense. Et à ce moment-là, le corps va chercher à taper dans ses réserves. Et pourquoi on explique tout ça et pourquoi dans ce cas-là, Elodie n'arrive plus à perdre du gras? Elle fait son cardio à jeun, donc normalement, théoriquement, elle tape dans ses graisses pour produire de l'énergie en tant que carburant, mais elle n'arrive plus à perdre du gras. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont deux mécanismes qui ne sont pas corrélés si on n'est pas en déficit calorique. C'est-à-dire que vous pouvez faire du cardio à jeun, vous pouvez consommer uniquement, faire un régime cétogène uniquement, consommer uniquement des graisses, d'accord? Mais si vous ne créez pas de déficit calorique, si vous ne forcez pas votre corps à taper dans les réserves, donc dans le stock de gras qu'il a cherché à mettre de côté, eh bien malheureusement, vous pouvez faire tout votre cardio à jeun que vous voulez, vous pouvez taper dans les graisses au quotidien comme vous le souhaitez, eh bien vous n'allez pas perdre du gras. Alors il faut distinguer tout simplement ces deux phénomènes, le fait de brûler des graisses à travers un phénomène qu'on appelle la lipolyse, l'oxydation des graisses, et le fait de perdre du gras qui consiste à taper dans ses réserves d'énergie, et on peut le faire uniquement si on crée un déficit calorique. Donc voilà, j'essaie de le garder le plus simple et concis possible, et j'espère que ça va vous aider. Et Elodie, si c'est ton cas, eh bien qu'est-ce que tu dois faire? Eh bien tu dois simplement ajuster ta consommation au quotidien. C'est-à-dire que là, tu as atteint un stade où au final, tu dépenses autant que ce que tu consommes, d'accord? Tu es dans une position neutre, d'accord? Donc ce que tu dois faire, c'est tout simplement soit dépenser plus, soit consommer moins. Et là, éventuellement, eh bien, tu vas pouvoir continuer à taper dans tes réserves de gras, et là tu vas pouvoir perdre du gras. Donc là, adapter son régime éventuellement, faire attention à ce qu'on consomme, et c'est là où parfois l'erreur qu'on fait en fait, c'est que on se focalise uniquement sur un truc, sur une modalité, parce qu'on croit que c'est magique, on va brûler des graisses, mais malheureusement, on ne va pas brûler des graisses si on néglige tous les autres paramètres qui vont influencer justement le fait de taper dans ses réserves de gras. Donc très important à faire attention à sa consommation énergétique et à sa dépense énergétique, bien entendu. Donc voilà, Elodie, j'espère que ça va t'aider. Il faut apprendre à distinguer le tout. Si vous êtes dans cette position, eh bien, comptez, calculez. Le meilleur moyen de le faire, c'est de compter le nombre de calories que vous consommez. Faites-le pendant une semaine. Vous allez avoir une moyenne. Vous allez vous dire, ok, en moyenne, c'est ce que je consomme. Maintenant, comment je fais? Ok, je sais que j'ai ma routine d'exercice. C'est plus ou moins toujours la même. Donc, je vais dépenser plus ou moins toujours les mêmes quantités d'énergie. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux rajouter
un jour d'entraînement? Est-ce que je diminue simplement un peu ce que je vais consommer au quotidien? Pour la plupart des gens, eh bien, ça va être le cas le plus simple. Et c'est des trucs très simples. C'est du style, hey, ma canette de soda qui me fait consommer au quotidien 150 calories en plus, eh bien, je vais plus la consommer, ok? Et tout d'un coup, je perds 150 calories par jour. Mais vous faites ça x 7 et c'est là que ça donne des résultats. Et ces petits résultats-là, ces petits détails font de grandes différences, croyez-moi. Donc, j'espère que ça va vous aider. Deuxième question qui a été posée ici par Tom. Salut Kevin, j'ai 24 ans, coach sportif et on m'a diagnostiqué avec de l'arthrose stade 4 au genou et récemment à l'articulation acromio-claviculaire. C'est très frustrant, comme tu t'en doutes, moi qui est très sportif et qui a dû pop financièrement freiner le travail des jambes. Je dois maintenant réajuster encore tout mon entraînement et le freiner bien sûr. Surtout que c'est une partie du métier. Je t'écris pour savoir ce qui selon toi est le mieux à faire dans mon cas. Étant donné qu'on ne trouve aucune solution par rapport à ça sur les articles du net, suis-je foutu ou bien un travail articulaire est possible pour pouvoir continuer l'entraînement sur le long terme? Merci infiniment de ta réponse et de tout le free game que tu nous offres avec ce podcast. Team No Bullshit. Merci beaucoup Tom pour le soutien, j'apprécie. Et je vais essayer de donner une réponse ici de façon à ce que ça puisse t'aider. Alors pour tous ceux qui souffrent d'arthrose, qui ont des douleurs justement liées à l'arthrose, eh bien il faut savoir un truc. C'est un truc qui est très... c'est assez paradoxal. Pourquoi? Parce que lorsque on a de l'arthrose, eh bien on a des récepteurs au sein de nos articulations qui nous envoient ce signal de douleur quand on est en position statique ou alors quand on est en mouvement. Et le fait qu'on ressent de la douleur constamment, eh bien ça nous pousse à bouger moins. Okay? Et c'est là où on a un cercle vicieux parce qu'on n'a vraiment pas envie de bouger. Ça fait mal. Le moindre mouvement qu'on fait, ça fait éventuellement mal en fonction du stade d'arthrose auquel on fait face. Et donc, malheureusement, ce que je disais, c'est paradoxal parce que justement, le seul moyen d'essayer d'améliorer les choses, c'est de bouger un maximum. Et quand je dis bouger un maximum, c'est très vague ici. Donc ici, Tom, le meilleur moyen d'attaquer cette situation, bien entendu, c'est d'être le plus précis possible dans ce que tu vas chercher à bouger, d'accord? Et je vais essayer d'expliquer le tout. Le premier truc, la première chose sur laquelle on veut s'attarder, c'est de travailler sur les tissus les plus profonds de l'articulation. On veut s'attarder dans un premier temps sur la santé articulaire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler sur la capsule articulaire. On va faire un maximum de mouvements, de rotation. On veut placer graduellement plus de charge sur ces tissus. Et ça va créer des adaptations positives, d'accord? On va régénérer certains tissus, ce qui va améliorer également la fonction, ce qui va éventuellement améliorer également la douleur. Dans la plupart des cas, ça améliore également la douleur. Donc dans un premier temps, on veut travailler sur les tissus les plus profonds de l'articulation et on veut la bouger, la mobiliser au quotidien un maximum de fois. Comme je l'ai dit, le mouvement, c'est le meilleur truc à faire, mais le mouvement bien précis. Et en plus de ça, l'indication que je donnerai en plus ici, si vous êtes dans cette situation similaire à Tom, eh bien c'est que voilà, il faut rajouter de la fréquence, ok? Simplement vous contenter de faire un exercice une fois dans la journée, une routine d'entraînement, ça va pas suffire quand vous êtes dans cette position-là. Donc au quotidien, il faut faire des petits mouvements, ok? Des mouvements de rotation, d'accord? Là, par exemple, pour ceux qui ont la caméra, je suis en train de bouger mon coude. Ok, je peux faire ça 1000 fois dans la journée. Je peux faire des contractions isométriques. Et graduellement, je vais charger à chaque fois un peu plus mes articulations. Alors bien entendu, tout ça, c'est très complexe. Voilà pourquoi j'ai créé des programmes articulaires. J'ai créé une série de programmes axés sur les articulations. Donc la série Bulletproof, il y a le genou Bulletproof, la hanche Bulletproof, l'épaule Bulletproof et les autres articulations qui vont sortir par la suite. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Tom, je t'invite à aller checker le programme genou Bulletproof, ça va te donner énormément d'indications, ok? Et j'ai une phase 0 qui est explicitement dédiée à cette partie-là lorsqu'on a des douleurs, etc. Comment retrouver ces fonctions primaires, ces fonctions qu'on a perdues parce qu'on est vraiment dans la douleur, ok? Donc première chose à faire, c'est ça. On veut s'attarder, on veut faire du travail spécifique et précis sur l'articulation, sur les tissus les plus profonds de l'articulation. Et on veut le faire de manière graduelle, sans jamais aller dans les angulations qui font mal. Donc tout ce qui fait mal, on évite dans un premier temps. Okay? Peut-être que si on est à un stade très élevé d'arthrose et qu'on a vraiment mal tout le temps, je dirais qu'on veut tolérer, c'est le seul cas vraiment où je dirais ça, qu'on peut tolérer un niveau de douleur qui est bas, ok? 1 à 2 sur une échelle de 1 à 10, ok? On bouge, on s'habitue. Si les choses ne s'aggravent pas à quelques heures après l'entraînement, après la mobilisation ou autre, et le lendemain, eh bien c'est qu'on peut répéter, on arrive à tolérer une douleur de 1, une petite gêne. Peut-être qu'au début, ça va être nécessaire, encore une fois, en fonction des cas. Mais pour beaucoup, eh bien on arrive à éviter des angulations qui font mal et on arrive à mobiliser, à charger graduellement, encore une fois. C'est très important de faire les choses progressivement, sans créer plus de douleur. Et si on arrive à utiliser cette option, eh bien, c'est ce que je vous invite à faire, c'est ce que je t'invite, Tom, à considérer, ok? Maintenant, lorsqu'on parle des entraînements en salle, eh bien, encore une fois, le même principe s'applique, peu
peu importe la blessure, peu importe la pathologie, peu importe les circonstances dans lesquelles on se trouve. On va tout simplement faire ce qu'on peut faire sans aggraver la situation. Donc c'est là où il est très important de ne pas être marié à des exercices et se dire ok, ça c'est le meilleur exercice pour X ou Y, ça c'est normalement le meilleur exercice pour le genou, c'est peut-être le meilleur exercice pour le genou, mais pas pour ton genou parce que tu souffres des problèmes que tu rencontres à l'heure actuelle. Okay, donc c'est là où on doit simplement explorer et se dire ok, là j'ai mal au genou, peut-être que je vais choisir un exercice pour le bas du corps, mais qui a une dominance un peu plus sur les hanches plutôt que sur le genou. Aussi simple que ça. Et petit à petit, graduellement, eh bien, je vais commencer à instaurer des exercices qui ont une dominance un peu plus sur le genou. Et je vais regarder comment mon genou répond. En parallèle de ça, eh bien, je vais faire mon travail spécifique sur l'articulation. Et selon moi, c'est le meilleur moyen d'approcher la situation, peu importe ce qu'on a. Et de toute façon, c'est tout ce qu'on a à disposition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à disposition? On n'a rien d'autre à disposition, on est d'accord? Donc, il faut faire ça et c'est la seule solution. Faites du travail spécifique et en parallèle, adaptez votre programmation pour continuer à faire des gains sans jamais vous mettre à risque. Et c'est là où il faut comprendre bien entendu le tout. J'ai fait une vidéo d'ailleurs par rapport au genou, comment s'entraîner lorsqu'on a mal au genou sur ma chaîne YouTube. Allez checker tout ça. Il y a plusieurs exercices. Je vous explique un peu le raisonnement. J'essaierai d'attacher tout ça dans les show notes. Donc Tom, voilà comment tu peux organiser le tout. Sincèrement, je ne crois pas que tu sois foutu. Tu as 24 ans. On a la capacité grâce à l'entraînement, si on envoie le bon stimuli, si on envoie les bons signaux, qu'on fait les choses progressivement, à régénérer ces tissus et à aller dans la bonne direction. J'ai moi-même travaillé avec plusieurs clients qui souffraient d'arthrose, stade avancé également, et on a pu au bout de quelques années faire tous les exercices, faire des trucs qu'on ne pouvait pas faire par le passé. Donc c'est assez impressionnant de voir à quel point le corps a la capacité de s'adapter si encore une fois on fait les choses dans le bon ordre, en respectant tous les paramètres que j'ai mentionnés. Donc force à tous ceux qui sont dans cette situation. Dernière question qui a été posée par Emmanuel ici concernant le développement athlétique. Est-ce que c'est possible de gagner en force au poids du corps en tant qu'athlète? Alors il me semble que Emmanuel, d'après ce que j'avais vu, c'est une question qui a été posée sur Instagram. Emmanuel, si je n'y ai pas répondu directement, c'est parce que je l'ai choisi pour le podcast et parfois ça arrive, donc ne le prenez pas personnellement si je ne réponds pas, j'ai vu, j'étais occupé, etc. Et donc voilà, donc c'est une question qui revient souvent et c'est une question qui est très intéressante parce qu'on a vraiment attaché le fait de faire de la préparation physique à des exercices bien précis. On nous a dit qu'il fallait faire des levées olympiques, des trucs comme ça, des trucs complexes et autrement on n'allait pas réussir. Et la vérité c'est qu'au final non, ok. Le seul facteur qui va être important si on veut parler vraiment de développement athlétique ici va être le facteur intensité. On veut travailler avec des intensités très élevées pour développer les capacités de ce qu'on cherche à développer, que ce soit la force, que ce soit la vitesse ou éventuellement des capacités plus basses, bien entendu si on cherche à développer l'endurance, que ce soit d'un point de vue global ou alors d'un point de vue localisé. Mais si on se concentre sur l'aspect force, vitesse, et je pense que c'est ce qui est intéressant ici pour le facteur athlétique, etc., eh bien on peut le faire au poids du corps, ok. Ce qui compte, c'est simplement d'infliger un maximum d'intensité à notre corps pour essayer d'atteindre un nouveau seuil. Aussi simple que ça. On veut atteindre un nouveau palier. Le seul moyen d'atteindre un nouveau palier, eh bien, c'est d'infliger cette intensité et de sentir que vraiment on est au bout. Ok, on est en train d'utiliser tout ce qu'on a à utiliser. Alors, si vous n'avez pas accès à une salle de sport, comment on fait? Ok, je vais vous donner un template très simple à utiliser. Comme ça, vous pourrez le faire en tout temps. Il faut savoir que lorsque vous faites des sprints, eh bien, vous exposez votre corps à plusieurs fois votre poids du corps. Okay? Lorsque vous faites des sauts également, plusieurs fois votre poids du corps, etc. Okay? Donc, ce sont les deux meilleurs outils que vous allez pouvoir utiliser ici. Les sprints, les sauts, super intéressant. Okay? Et ensuite, lorsque on parle de renforcement de manière générale, le problème avec les renforcements au poids du corps, c'est que on ne sait pas vraiment régresser et progresser les exercices, d'accord? On a une variante en tête et on se dit ok, ça c'est la variante de base, je peux que faire ça. Alors qu'il y a tout un système de progression qui nous permet de rajouter plus d'intensité, de rajouter plus de charge sur les membres qu'on est en train de charger. Alors, on va donner un template très simple. On va commencer avec, par exemple, de la pliométrie. On commence avec de la pliométrie à basse intensité, éventuellement à intensité modérée, etc. On peut ensuite passer à de la pliométrie avec intensité plus élevée. Okay, donc là, par exemple, on pense à des bounce, on pense à des sauts sur une jambe. Pam, je saute une jambe, pam, pam, j'atterris. Ok, j'ai fait 5 sauts, j'ai utilisé une intensité qui était très élevée, ok, donc on pense à ça comme un 5 RM sur une fente, mais là, pam, on saute, etc. Une jambe, l'autre jambe, une jambe, l'autre jambe, vous alternez, vous trouvez ça comme, faut programmer le tout en fonction, bien entendu, de la progression qui vous correspond. Mais quoi qu'il en soit, là, on est en train d'exposer notre corps à des intensités très élevées, ok, des exercices de pliométrie qui sont très élevés. On commence à basse intensité graduellement, intensité modérée et intensité élevée. On peut passer à des sprints ensuite, ok, on passe à des sprints. Je fais des 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres. Vous progressez ça au fil du temps. Cool.
Vous pouvez intégrer des sauts également. Ok, éventuellement, j'aurais intégré peut-être les sauts. Éventuellement, avant, j'aurais programmé un peu différemment. J'aurais peut-être choisi un jour pliométrie basse, saut, ensuite sprint. Ok, donc on pense à ça comme si graduellement on allait atteindre notre pic avec les sprints. Donc on a maximisé différentes qualités. Pour les sauts, on peut utiliser différents types de sauts. On peut utiliser des sauts avec des pas arrêtés, des sauts avec un contre-mouvement, d'accord, des counter-movement jumps. Tout ça, ça va avoir des bénéfices en fonction de la phase d'entraînement, en fonction du focus, bien entendu. Tout ça, ça doit être programmé au sein de quelque chose de bien construit, de bien structuré sur toute l'année, ok? Et autrement, comme je disais, la deuxième alternative, ça serait de placer la pliométrie à haute intensité et ensuite éventuellement de faire ses sprints, ok? Ou alors même de faire ses sprints et faire l'intensité, la pliométrie à haute intensité comme des depth jump après les sprints éventuellement. À vous de considérer le tout encore une fois. Peut-être que je pourrais vous offrir quelques templates par la suite. Je vais essayer de travailler sur ça. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut simplement comprendre, c'est qu'on peut utiliser ces modalités-là. Maintenant, une fois qu'on a fait les sauts, qu'on a fait les sprints, qu'on a fait la pliométrie, qu'on a fait les sprints, eh bien là, on va passer aux exercices de renforcement. Si on avait accès à une salle, on ferait par exemple des back squats, on ferait par exemple des deadlifts. Ok, la vraie question qu'il faut se poser maintenant, c'est quelle est la variante que je peux utiliser au poids du corps qui va vraiment me challenger. Imaginons que les air squats, c'est beaucoup trop simple pour moi. Et là, imaginons que le pistol squat, ça soit trop avancé pour moi. Ok, je fais un pistol squat à une jambe, je descends tout en bas. Ouh là là, trop compliqué, j'arrive pas. En plus, j'ai peut-être pas forcément la mobilité pour le faire. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser un pistol squat qui va être légèrement assisté. Donc, je vais légèrement m'assister de mes mains, je vais me mettre contre un mur, contre un arbre, peu importe ce que j'ai à disposition. Et je vais essayer de travailler pareil avec une intensité très élevée. Donc, intensité très élevée, on parle ici de rester dans du 1 à 3 reps dans le meilleur des mondes, 1 à 5 reps. Ok, et là, je vais faire un pistol squat sur une jambe. 1 à 5 reps, l'autre jambe, 1 à 5 reps éventuellement. Et ça, c'est ma partie force. Imaginons pour le haut du corps. Ok, les pompes, c'est trop facile pour moi. Les pike push-ups, c'est trop facile pour moi. Ok, je vais faire des handstand push-ups contre le mur. Et là, je vais essayer de descendre jusqu'à tout en bas et remonter. Et là, c'est très dur. J'arrive que à faire 2 à 3 répétitions. Très bien, ok. C'est de la force max. Et c'est là que je suis en train d'améliorer mes qualités. Je développe mon système nerveux à produire plus de force et je rends mes tissus plus performants. Donc, aussi simple que ça, ok. Il faut tout simplement trouver la progression qui vous correspond. Si le pistol squat assisté c'est trop simple, eh bien je vais faire un pistol squat tout simplement au poids du corps. Si c'est trop simple, je vais essayer de rajouter une charge externe. Okay, ce qui est bien avec le pistol squat, charge externe, c'est qu'au final, il ne faut pas rajouter beaucoup pour la plupart des gens. Okay, rajouter 10 kg, 15 kg, un sac à dos, peu importe ce que vous avez à disposition, croyez-moi, ça va vous challenger. Ce qui compte, c'est simplement d'apprendre à son système nerveux à décharger un maximum d'intensité. Et ensuite, pour la dernière partie, eh bien là, vous pouvez faire de la renfo classique avec des intensités plus basses à modérer. Et là, vous pouvez aller chercher le pump. Mais vous avez déjà fait la partie essentielle pour votre développement athlétique. Vous avez travaillé sur la force, sur la vitesse, sur la raideur de vos tendons. Enfin bref, toutes les choses qu'on veut viser lorsque on parle de développement athlétique. Donc aussi simple que ça, Emmanuel, j'espère que tu pourras organiser tes séances de la meilleure des façons. Sinon, on va clôturer ce podcast avec l'annonce. Les inscriptions de la 7e vague du programme Mentorship sont ouvertes. Le lien est dans la description. Les places sont limitées. Il y a déjà 1/5 des places qui sont parties en un jour. Donc voilà, ne ratez pas ça. Le lien est dans la description. Et on se voit /parle très bientôt. Peace.